Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes qui étaient sur le signal. Aujourd'hui, on va introduire la première partie sur ce qu'on appelle les systèmes. Alors, il s'agit de systèmes linéaires continus invariants. Alors d'abord, c'est quoi un système? Un système, c'est un ensemble d'éléments interagissant ou bien connectés entre eux pour réaliser une fonction donnée. Il est lié au monde extérieur à travers d'abord son entrée, là où l'on voit les signaux d'excitation, c'est-à-dire les actions envoyées au système. On parle d'excitation, on parle de consignes, de commandes, etc. Et puis, les perturbations qui sont introduites dans le système, ce sont des signaux imprévisibles et indésirables. Et la deuxième voie de communication avec le système, c'est sa sortie. C'est là où on obtient les réponses du système aux différents signaux d'entrée. Alors, voilà le schéma de la structure. Nous avons le système. Vous avez l'entrée du système. C'est là où l'on voit les excitations. Et c'est là où on récupère les réponses. Et puis, là, ce sont les perturbations qui s'introduisent dans le système et qui vont contribuer malheureusement à la valeur obtenue à la sortie. C'est-à-dire, ils vont contribuer à la grandeur de la réponse. Alors, représentation des systèmes linéaires. Pour représenter un système linéaire, il faut lui trouver un modèle, c'est-à-dire il faut le modéliser. Et ceci à travers une représentation mathématique de manière à pouvoir décrire et prédire le comportement dynamique lorsqu'il est soumis à des influences externes. C'est-à-dire, le modèle mathématique pourra nous informer sur ce qui se passera éventuellement à des temps futurs lorsqu'on précise ce temps-là. Alors, ce modèle mathématique, généralement, est de la forme suivante. Vous avez, c'est une fonction du temps, de la variabilité qui est une variable indépendante, de la dérivée nème de la sortie, de la dérivée n-1ème, etc. La dérivée première, la grandeur elle-même, la sortie, et de même pour l'entrée, voilà, la dérivée nème jusqu'à la dérivée première et de l'entrée elle-même. Résoudre cette équation, c'est trouver la solution qu'on cherche. Mais en fait, c'est une expression qui est compliquée. On va voir qu'il va falloir la transformer. Donc, sous les hypothèses de continuité, parce que quand on a dit un système, en réalité on parle d'un système linéaire, continu, invariant. Donc sous les hypothèses de continuité, ça veut dire la grandeur temps est une grandeur continue. De linéarité, ça veut dire que le système, il obéit aux lois de la proportionnalité et de la superposition. De l'invariance, ça veut dire que les réponses données par le système à cet instant-là pour une excitation donnée, eh bien, dans le futur, dans les mêmes conditions, si on donne la même excitation, il doit donner les mêmes réponses. Donc, c'est ce qu'on appelle un système invariant. La relation de comportement d'un système peut se mettre sous la forme d'équations différentielles linéaires à coefficient constant. À coefficient constant. Voilà. Donc, sous cette forme-là, la somme des dérivées nème, etc., de la sortie est égale à de même pour l'entrée. Alors, n, c'est-à-dire l'ordre le plus grand de la dérivée de la sortie, c'est n. L'ordre le plus grand de la dérivée de l'entrée, c'est m. N est ce qu'on appelle l'ordre du système avec n supérieur à m. N doit être supérieur à n quand il s'agit d'un système réel physique. Alors, donc à partir de cette équation-là, et voilà, il va falloir l'algébriser. Il va falloir lui trouver, la simplifier, la rendre plus facile à étudier. Eh bien, on va appliquer la transformée de Laplace aux deux moments de l'égalité, à gauche et à droite. Donc, on va la transformée de Laplace de ce membre est égale à la transformée de Laplace de cette deuxième partie-là. Ce qui donne, sachant que la dérivée d'une grandeur, par exemple, quand vous avez S de t,
la dérivée de S de t, c'est quoi? Si vous avez A S de t correspond S de P, la dérivée de S de t dans le domaine temporel revient à multiplier S de P par P. Mais ceci est valable lorsque les conditions initiales sont nulles. Ça veut dire au départ, le système est relaxé. Sinon, on est amené à étudier le P0-, la dérivée de 0-, etc., etc. Donc ici, on prend le cas généralement le plus courant et le plus simple. Donc j'ai dit on va prendre la transformée de la place des deux côtés. On obtient ces deux expressions-là. Voilà. On définit les transformés de la place de l'entrée et de la sortie. Les transformés de la place des dérivés. Vous savez, quand on dérive n fois, eh bien, ça revient à multiplier la transformée de la place de la fonction dérivée par p à la puissance n. Dérivé n fois, ça revient à multiplier par p à la puissance n, etc. Nous aboutissons à cette équation dans laquelle on a mis s de p en facteur. De même pour e de p, en faisant le rapport s de p sur e de p, eh bien, il va nous donner cette expression-là. C'est ce qu'on appelle la fonction de transfert du système. Alors, quels sont les types de signaux généralement étudiés là? Eh bien, vous avez l'entrée dans le domaine temps et la sortie. On a l'impulsion, delta t, bien connue. Ça transforme de la place C1. Vous avez l'échelon causal, c'est-à-dire qui commence à t égale 0. Voilà, ça transforme de la place. Vous avez la rampe causale, A sur P carré, le sinus, le cosinus, le sinus amorti, voilà, et puis le retard. On a déjà vu par avant, dans la deuxième partie du signal, les propriétés de la transformée de la place, et on a dit que si A S de T correspond S de P, si on décale S de T ou bien F de T, si A F de T dans le domaine temps correspond F de P dans le domaine de la place, si on décale, on retarde la fonction F de T, eh bien la transformée de la place de cette fonction décalée, c'est la transformée de la place non décalée que multiplie par ce terme qui exprime le retard, qui exprime le décalage de la fonction F de P. Alors, maintenant, on va passer aux réponses des systèmes linéaires. Alors, système du premier ordre. Pour un système du premier ordre, l'équation différentielle est de la forme suivante. C'est facile. Elle est de la forme, voilà. Taux, c'est la constante de temps, ds de t sur dt, plus dt égale k, que multiplié par e de t. Alors, si on prend, bien sûr, chaque fois qu'on a une équation différentielle, elle est plus simple de prendre sa transformée de la place, autrement dit de l'algébriser, et après résoudre le problème, et au bout du compte, on va prendre la transformée de la place inverse pour revenir au départ. Alors, par transformée de la place, on obtient cette équation, d'où le rapport S de P sur E de P, ce qui est la fonction de transfert, c'est K sur 1 plus taux P. K, c'est le gain. Taux, c'est la constante de temps. Donc ça veut dire la fonction de transfert ici est caractérisée par les paramètres du système, à savoir son gain et sa constante de temps. Tous les systèmes de premier ordre peuvent se mettre sous cette forme-là. Alors maintenant, cherchons la réponse du système à différents signaux. Donc on va commencer par chercher la réponse impulsionnelle du système. Bien sûr, qui est un système du premier ordre. Ça veut dire la réponse du système à delta t. Alors, E de t dans ce cas-là, c'est delta t. Donc, sa transformée de la place, c'est 1. Et comme S de P égale à la fonction de transfert que multiplie par E de P, voilà. Donc, nous obtenons cette expression-là. Et bien maintenant, on fait la transformée de la place inverse pour finalement trouver la solution temporelle, c'est-à-dire S de t est égal à K sur taux, et l'exponentielle moins taux sur taux, U de t. Il faut obligatoirement mettre le U de t parce que ça indique que le système est causal, que notre signal commence à t égale 0. Alors, par un petit schéma, qu'est-ce qu'on a?
Ça veut dire on a envoyé à l'entrée une impulsion là, qui est infiniment brève, localisée à t égale 0. Et voilà ce qu'on obtient à la sortie. Ceci veut dire quoi? Il veut dire que, eh bien, l'énergie envoyée au système, eh bien, elle va mettre du temps à être transférée. Regardez là. Et tout ça dépend de quoi? Il dépend du point de vue amplitude du gain K et du point de vue rapidité de la réponse de la constante de temps. Vous pouvez constater que si taux est petit, eh bien, je vais avoir la décroissance rapide là, comme ça là. Et plus taux est petit, plus, voilà, la décroissance va être comme ça là. Autrement dit, plus taux est petit, plus je tends vers une impulsion. Mais on n'aura jamais à la sortie une impulsion parce que chaque système est caractérisé par une fonction de transfert. Et du moment qu'il a une fonction de transfert qui dépend de la fréquence, bien sûr, ce n'est pas, autrement dit, ce n'est pas une constante, donc il dépend de la fréquence, ça veut dire qu'il y aura toujours ce retard dans le transfert d'énergie. Pour que le système, pour obtenir une impulsion comme celle-là à la sortie, il faut que le système ait une bande passante infinie. Et comme ça, eh bien, on va obtenir à la sortie une impulsion comme celle-là. Alors, maintenant, réponse indicielle, c'est-à-dire, quelle est la réponse du système à un échelon? Toujours notre système, bien sûr, du premier ordre. Eh bien, il suffit de remplacer, tout à l'heure, E de P, c'était delta de T. Maintenant, c'est E0. C'est un échelon, c'est constante. Donc, S de P égale E de P, etc. En décomposant en éléments simples, on obtient cette équation-là, voilà, dont la représentation est la suivante. Voilà, on est toujours en présence du gain et de la constante de temps, bien sûr de la valeur de E0. Alors, donc E0, ça caractérise le signal d'entrée, mais le K et le P caractérisent le système. Donc, voilà la réponse du système. Eh bien, ce que j'avais dit à propos de l'impulsion, il est le même ici. Pourquoi? Parce que si le système, la bande passante, si taux est petit, la constante de temps du système est petit, ça veut dire que la bande passante du système est grande. Si la bande passante du système est grande, ça veut dire qu'il y a beaucoup de hautes fréquences, parce que les hautes fréquences se manifestent là. Voilà. La rapidité du système se manifeste dans cette zone-là. Si j'ai beaucoup de fréquences qui sont hautes, ce sont ces fréquences qui vont permettre au système de monter vers le haut rapidement. Et donc avoir une réponse rapide. Donc là, vous voyez, la constante de temps, elle est là. Plus tôt est petit, et bien je vais avoir une réponse comme ça là. Donc plus tôt est petit, plus la bande passante est grande, plus la réponse est rapide. Et lorsque taux tend vers 0, je vais avoir une réponse qui fait carrément comme celle-là. Et dire taux tend vers 0, ça veut dire une bande passante infinie. Donc ici, en régime permanent, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, la valeur permanente qui est KE0. Voilà. Lorsque t tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0. Je vais avoir KE0. Si t tend vers 0, je vais obtenir ici 1. Et je vais voir 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Et donc ici la constante de temps, et puis il y a ce qu'on appelle le temps de réponse à 5%. C'est-à-dire quel est le temps mis par le système pour atteindre 95%, voilà, 100%, 95% de la réponse de l'entrée du système, voilà, c'est taux de réponse à 5%. C'est-à-dire lorsque la sortie atteint 75% de la réponse. Maintenant, une dernière notion à l'occasion, le temps de montée. C'est quoi le temps de montée? C'est le temps nécessaire pour que la réponse passe de 10%. Donc ça, c'est le temps de montée, mais c'est le temps comme ça là. Alors, c'est le temps nécessaire pour que la réponse du système passe de 10% à 90%. Voilà. Donc le temps de là jusque là, c'est le temps de réponse pour passer de 10% à 95%. Donc ça, c'est juste la variation de l'amplitude, mais le temps de réponse, c'est de là jusque là. Alors, donc ici, c'est ce qu'on qualifie comme étant le régime transitoire.
À partir de là, on peut parler de régime permanent. Alors maintenant, on a repris cette excitation qui est l'échelon, c'est d'ailleurs qui est pratiquement la plus utilisée, et on a paramétré le système. On a considéré ici le système, le même système, qui a la même constante de temps. Là, vous voyez, mais des gains différents. Voilà un gain. Ici, c'est une atténuation. Parce que le gain sans atténuation, sans amplification, voilà, c'est K égale 1. C'est-à-dire que on obtient à la sortie ce qu'on a à l'entrée. En dessous de cette valeur-là, ça veut dire on a une atténuation. Au-delà de 1, ça veut dire on a une amplification. Donc voilà pour 0,8, 1, K égale à 1,6, 2, etc. Voilà, ici c'est le K égale à 2 fois K égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Comme le temps de réponse il est le même, et bien toutes les réponses, toutes les tangentes là, voilà, à la courbe, et bien elles aboutissent au même moment. C'est-à-dire pour cette fonction là, voilà, il y a ça rencontre la valeur maximale là et se projette sur tout. Pour l'autre, la même chose, la tangente rencontre la valeur maximale à la sortie au même point. Pourquoi? Parce qu'ils ont, le système a la même constante de temps. Voilà. Et maintenant, on va fixer le K et on va jouer sur la constante de temps. Ça veut dire que, regardez, le K, toutes les courbes vont aboutir pour un T très grand aux mêmes valeurs, c'est-à-dire le gain il est le même pour toutes les courbes, mais on a fait varier les constantes de temps. Vous avez taux 1, taux 2, taux 3, voilà. Donc comme la courbe pour un système du premier ordre, la courbe démarre de manière tangente à cette droite là, donc pour taux 1, voilà, pour taux 2 il est là, etc. Et vous pouvez constater que plus la constante de temps est petite, plus le démarrage de la sortie, voilà, l'augmentation de la sortie est rapide là. Il est plus rapide que celle-là, etc. Et puis, il y a une autre qui, si taux 0 est inférieur à taux 1, eh bien, il va être beaucoup plus rapide que celle-là, voilà. Mais ceci dit, taux est petit, bande passante du système grande, et donc, il y a les hautes fréquences qui vont permettre de monter rapidement pour atteindre la valeur finale le plus vite possible. Alors maintenant, réponse du système du premier ordre à une rampe. Le principe il est le même. L'entrée cette fois c'est A0T. Donc E de P c'est A0 sur P carré. Alors S de P égale, eh bien je n'ai qu'à remplacer toujours la même fonction de transfert que tout à l'heure par la valeur de l'entrée qui est A0 sur P carré cette fois. Voilà. Décomposition en éléments simples, voilà ce qu'on obtient. D'où la transformée inverse. Voilà. Vous pouvez constater que si t égale à 0, eh bien, je vais avoir ici 1, et je vais avoir moins taux plus taux, ça fait 0. Et si t est égal à l'infini, autrement dit, t très grand c'était un temps vers 0, et je vais me trouver avec K0 à 0 facteur de t moins taux, U de t. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, vers les t très grands, j'obtiens cette droite-là, cette rampe-là. Voilà, pour les t très grands. Et entre-temps, il y a, bien sûr, comme les deux cas précédents, il y a le régime transitoire, là. Voilà. Et ça, c'est la constante de temps de système qui se manifeste de cette manière-là pour les rampes. Et on peut répéter la même explication, donc que ce soit cette courbe et celle-là sont les mêmes, donc c'est la même chose. Si le taux est petit, ça veut dire que le système il va tendre vers une droite le plus rapidement possible, voilà. Et à la limite, si taux étant vers 0, eh bien, je vais obtenir pratiquement la réponse, voilà, adjacente à l'entrée. Tout ça dépend de taux, donc dépend de la bande du système. Parce que la fréquence de coupure est inversement proportionnelle à la constante de temps du système. Donc ici, E de t, nous avons un gain K égale à 1, voilà, et puis voilà la réponse. Alors l'erreur permanente, il y aura toujours une erreur permanente. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les automaticiens appellent l'erreur de traînage. Voilà.
que vous soyez à 4 taux, à 5 taux, elle va être la même. Donc, voilà. Alors maintenant, pour détailler un peu plus, ça c'est pour un gain égal à 1. Voilà. Gain égal à 1. Ça, c'est lorsque le gain est inférieur, c'est-à-dire que la courbe, l'excitation, elle est comme ça, mais là, il y a divergence, ça veut dire la sortie, il prend, plus le temps passe, plus il prend de retard sur l'entrée. Et là, c'est un peu l'inverse. K supérieur à 1, voilà l'entrée, et puis là, la sortie, voilà, il va diverger, il va dépasser la valeur de l'entrée. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un exemple pour essayer de voir la réponse des systèmes temporels. Par exemple, la fonction de transfert d'un filtre RC. Le filtre RC est est un exemple canonique. C'est l'exemple le plus connu parmi les circuits en électricité. Vous avez ici une résistance, vous avez une capacité, la tension d'entrée, la tension de sortie et le courant qui traverse la structure. Donc, voilà. Je vais essayer de faire comme on a fait au départ, c'est-à-dire je vais partir d'une équation différentielle, prendre la transformée de la place pour trouver la relation entre Vs et VE. Alors, donc qu'est-ce que j'ai? VE égale R I de T plus S de T, Vs de T. Voilà. C'est R I de T plus, quelle est la tension au bord d'un condensateur? C'est 1 sur C intégrale de I de T dt. Si je prends maintenant la transformée de la place de tout ça là, je vais avoir VE de P égale R I de P plus 1 sur C, et bien l'intégrale I de T intégrée dans le domaine de temps, ça revient à diviser par P. Donc, plus 1 sur CP I de P. Donc voilà, en mettant I de P en facteur, en tirant I de P, ça nous donne cette expression. Et maintenant, je vais dire tout simplement que c'est quoi Vs de P? Eh bien, c'est 1 sur C, c'est-à-dire c'est ZC de P fois I de P, c'est-à-dire la Z du condensateur ZC de P fois I de P, c'est-à-dire 1 sur CP en régime harmonique, c'est, qu'est-ce que j'ai? GP égale J oméga, c'est-à-dire 1 sur JC oméga. JC oméga. Donc voilà, et au bout du compte, j'obtiens le rapport Vs égale à VE de P 1. Autrement dit, la fonction de transfert Vs de P sur VE de P est égale 1 sur 1 plus RCP. RC, c'est la constante de temps du système. Donc ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, l'exercice, comme le filtre est simple, il suffit d'utiliser le diviseur de tension. Et bien, à quoi est égale la tension là? Dans le domaine bien sûr de la place, Vs de P est égal à quoi? Est égal à VE de P fois ZC de P sur R plus ZC de P. Voilà. VE de P, ZC, R plus ZC de P. Voilà. Et j'aboutis au même résultat. Alors maintenant, pour différentes entrées, comme on a vu tout à l'heure, impulsion, échelon, rampe, qu'est-ce que je vais obtenir comme sortie? Eh bien, pour l'impulsion, on a dit VE c'est delta, donc, dans le domaine de la place, VE de P égale à 1. Pour l'échelon, VE de T égale à E0, donc c'est VE de P égale à E0 sur P. Pour la rampe, c'est T ou bien A0T. Donc ici, on a considéré VE de T égale à A0T. Voilà. On a pris A0 égale à 1, mais c'est A0. Donc VE de P est égal à A0 sur P carré. Ces signaux-là injectés à l'entrée, qu'est-ce que j'obtiens à la sortie? Eh bien, je reviens à l'expression de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on a appliqué le diviseur de tension, Vs de P est égal à E de P fois ZC de P sur ZC de P plus ZR, qui est R bien sûr. Voilà. Si je remplace ZC par 1 sur CP, eh bien, je vais obtenir 1 sur 1 plus pour P. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire normalement, un système de premier ordre de manière générale, c'est K sur 1 plus tau P. Donc ça veut dire ici, K est égal à 1, et puis tau qui est égal à RC. Bien, voilà pour ces entrées-là,
pour l'impulsion, voilà la réponse, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour l'échelon, voilà la réponse, voilà, on l'a déjà vu ici. Et pour la rampe, voilà ce qu'on obtient. Donc là, le filtre RC, c'est un exemple de référence. Il est beaucoup plus utilisé dans les applications pour expliquer ce qui se passe. Alors maintenant, on a vu la réponse du système. Pour un système, de manière générale, la réponse à une impulsion, un système du premier ordre. La réponse à une impulsion, la réponse à un échelon et la réponse à une rampe. Maintenant, on va étudier la réponse harmonique, une étude harmonique, c'est-à-dire la réponse fréquentielle d'un système du premier ordre, c'est-à-dire la réponse à différentes sinusoïdes. Par exemple, là, j'envoie à l'entrée A sinus oméga t, qu'est-ce que je vais obtenir à la sortie? Alors, quelle est la réponse harmonique du système? C'est ce qu'on appelle la réponse harmonique, c'est-à-dire à différentes fréquences. Eh bien, pour faire, cette fois, au lieu de travailler dans le domaine de la place, eh bien, puisqu'on a des sinusoïdes, on va poser tout simplement P égale à J oméga, et on passe, c'est comme si on passe de la transformée de la place à la transformée de Fourier. Donc, voilà, G, à quoi est égal le module du signal de sortie, est égal au module de la fonction de transfert, qui multiplie par, à partir des expressions. À partir, par exemple, de celle-là, en posant P égale J oméga, et bien le module de ça est égal au module de ça, qui multiplie par le module de ça. Voilà. Et l'argument, voilà, la même chose de la sortie de S de oméga est égal à l'argument de G oméga plus l'argument de H de G oméga plus l'argument de E de J oméga. Alors l'étude consiste à quoi faire plus exactement? L'étude il consiste à, voilà par exemple, j'ai un signal d'entrée, le bleu. Voilà. Et je veux savoir comment le système se comporte en fonction de la fréquence de ce signal d'entrée. Donc ça c'est l'entrée et ça c'est la sortie. Et bien on va voir que plus la fréquence augmente, plus l'amplitude, ça c'est la sortie, ça c'est l'entrée. Plus la fréquence de notre sinusoïde augmente, plus l'amplitude de la sortie diminue et plus il se met en déphasage par rapport au signal d'entrée, la sinusoïde d'entrée. Donc, c'est l'objet de cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le lieu de Bode. Faire cette étude harmonique-là, ça revient tout simplement à tracer le lieu de Bode. Et tracer le lieu de Bode, c'est quoi? C'est envoyer un signal d'entrée et A sinus oméga de t, relever son amplitude et relever son déphasage, l'amplitude et le déphasage de la sortie, connaissant bien sûr l'amplitude de l'entrée. Donc, je prends le premier cas, c'est-à-dire la fréquence de notre signal d'entrée est faible. Voilà VE, il est là. Alors VE, une fréquence faible. Quand je l'envoie à travers mon système, eh bien, je vais obtenir à la sortie pratiquement la même courbe en termes d'amplitude et de phase. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement. La fonction sinusoïdale que j'ai envoyée à l'entrée, voilà, elle est égale à la fonction sinusoïdale à la sortie. Ça veut dire qu'il y a un déphasage nul, et ça veut dire le rapport des tension de sortie sur la tension d'entrée est égal à 1. Et comme on travaille en dB, ça veut dire le rapport est égal à 0 dB. Voilà, il est là. Si maintenant la tension, la fréquence suivante, je prends cette fréquence F2, plus grande que F1, eh bien, je fais la même opération. J'envoie le VE en bleu et j'obtiens le VS en vert. C'est pratiquement, il y a un petit décalage là, du point de vue déphasage et un petit peu de point de vue amplitude, mais pratiquement c'est la même chose. Ça veut dire que le rapport VS de oméga sur VE de oméga est égal à tend vers 1, ça veut dire 0 dB, et le déphasage est nul. Voilà, le rapport c'est 0 dB, et le déphasage, voilà, il est très très faible,
là, il tombe pratiquement vers 0, mais il est différent de 0. Maintenant, j'augmente encore la fréquence. Je prends sinus 8 dont la fréquence est plus grande que F2, F3. Ben maintenant, voilà, je suis arrivé à une fréquence où les différences commencent à se manifester. J'ai l'entrée qui est VE, et j'ai la sortie qui est VS. Vous voyez, à cette fréquence F3, l'amplitude de la sortie a diminué par rapport à l'entrée, et j'ai un déphasage, voilà, entre les deux sommets, un déphasage de la sortie, un retard de la sortie par rapport à l'entrée. Et la même chose là, ça devient encore beaucoup plus important, voilà, donc l'atténuation est très importante, et là, le déphasage, regardez, c'est entre là et ce sommet-là est très important. Donc pour F3, voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, F3, voilà, on a abouti à, voilà, F3, il est là, voilà. Donc pratiquement, voilà, l'amplitude est égale à, je ne sais pas combien, quelque chose, moins 4 ou 5, ou moins 3 dB, quelque chose comme ça là, voilà, moins 3 dB, voilà. Et là, le déphasage, c'est moins 45. Voilà. Et le déphasage augmente, voilà, comme ça là. Et puis quand j'arrive à F4, là, complètement, voilà, vous voyez, là, c'est un déphasage de pratiquement de pi sur 2. Voilà, on n'est pas loin de moins 90 degrés, on n'est pas loin de pi sur 2. Donc, et si je vais à une fréquence supérieure quelque part là, et bien complètement, voilà, le déphasage est égal à moins pi sur 2, et là je rentre dans cette zone là, et ça veut dire quoi là? Donc voilà, à partir de F1, l'entrée sortie de F1, je fais le rapport, le déphasage, la deuxième fois le rapport, et j'obtiens cette représentation qui est le lieu de Bode. Alors maintenant, ça veut dire quoi lorsqu'on atteint des fréquences où l'atténuation est très importante et le déphasage il tend de manière asymptotique vers moins pi sur 2. En fait, regardez là, vous avez le gain, c'est quoi? C'est VS de module de VSG oméga sur VE de G oméga. Là, quand je suis dans les fréquences très grandes, c'est P égale G oméga. P égale G oméga, ça veut dire fréquence très grande, ça veut dire que oméga grand, ça veut dire P grand. Si P est grand, ça veut dire que la fonction de transfert qui est 1 sur 1 plus tau P va tendre, ce terme devient très grand par rapport à 1. Donc ici, on aurait dû mettre G tau oméga là et G tau oméga là, mais ça ne change rien. Alors donc ça fait, le P est très grand, c'est 1, il devient 1 négligeable devant tau P, devant tau G oméga, ça veut dire est égal à 1 sur tau P. Et quand on a une fonction, quand vous avez un rapport, ou bien la fonction de transfert qui est de la forme 1 sur tau P, on dit c'est un intégrateur. Pourquoi? Parce que si vous prenez ici ce cas-là, Q est égal à VS de G oméga est égal à ce VE passe là, est égal à VE de G oméga divisé par tau P. Ça veut dire VE de G oméga divisé par P. De point de vue fréquence, c'est une ce qu'on appelle intégration. Ça veut dire la tension de sortie, elle est égale à l'intégrale de la tension d'entrée. Voilà, le module est égal divisé par tau P. Ça veut dire que la tension, ce module-là est égal à l'intégrale de la tension d'entrée là. Voilà, pourquoi? Parce que maintenant on devient tout simplement, on a la pente ici, c'est moins 1, c'est-à-dire 1 sur P. Ça veut dire tous les signaux d'entrée qui se trouvent à cette fréquence, la réponse va être l'intégrale de l'entrée à un coefficient près. Comment peut-on voir ça de point de vue temporel? Eh bien, vous avez le signal d'entrée, c'est sinus oméga t, par exemple, là. Sinus oméga t. Eh bien, lorsque je suis dans cette zone-là, ça veut dire que j'ai un déphasage de moins pi sur 2. Ça veut dire que je vais avoir la fonction de sortie, c'est avec un terme d'atténuation là, de point de vue amplitude, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la phase, c'est sinus oméga t moins pi sur 2. C'est-à-dire moins cosinus oméga t, c'est-à-dire c'est l'intégrale de la fonction d'entrée sinus oméga t. La sortie dans ce cas-là devient l'intégrale de la fonction à un coefficient multiplicatif près.
Voilà, d'où ça veut dire que la sortie du système est égale à l'intégrale de l'entrée, d'où le nom d'intégrateur. Bien sûr, si c'était une fonction de transfert qui fait comme ça là, on va obtenir une pente plus 1, et cette fois c'est au lieu de diviser par P, la sortie, l'entrée va se trouver multipliée par P, on parlera dans ce cas-là de dérivation. Alors, ici, juste pour essayer de voir la dualité étude temporelle fréquentielle, donc voilà, ici, là. Si le système est rapide, ça veut dire que la constante de temps va être petite comme ça là, voilà. La réponse, il va monter rapidement comme ça là. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de lieu de Bode? Eh bien, je vais avoir ce point-là qui va se projeter beaucoup plus loin vers les hautes fréquences. Ça veut dire que la bande passante est plus grande, etc. Plus la constante de temps diminue, plus la réponse, le système, plus la constante de temps augmente, plus la réponse du système va être lente comme ça là, et plus la constante de temps est grande, plus, puisqu'il est inversement proportionnel à la fréquence de coupure, plus la bande passante va être petite, et je vais avoir dans ce cas-là, hop, jusque là, et ça passe comme cela. Ça veut dire que je vais avoir juste une petite partie où le système est passant. Au-delà, il va y avoir de l'atténuation. Voilà, donc ce qu'on a dit à propos de lieu de Bode en module, c'est la même chose en ce qui concerne la phase. Ici, c'est la constante de temps pour laquelle on obtient par définition 63%. 2 fois la constante de temps, 86%. 3 temps, c'est 95%. C'est ce qu'on a dit par avant, c'est le temps de réponse à 5%. C'est-à-dire à moins de 5% par rapport à la valeur totale. Voilà l'entrée dans le domaine de la place, la fonction de transfert. Et c'est quoi le gain K? Et bien, la valeur de convergence permet d'identifier le K. Si on ne connaît pas K et qu'on fait une expérience, et bien, quand on va obtenir ici la valeur permanente, on peut déterminer la valeur de K. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, il est gentil d'autre part de mettre un like et de partager. Merci pour votre attention et à la prochaine.